C'est News, il est 8h12, bienvenue à tous. Tout de suite, c'est la grande interview avec Éric Coquerel. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. On va parler de François Bayrou, on va parler du gouvernement, on va parler des retraites et du budget, évidemment. Je voulais vous parler tout d'abord de Mayotte. Emmanuel Macron est à Mayotte. Dialogue franc, parfois tendu ces dernières heures, avec des Mahorais. Le président de la République leur a dit, pour défendre l'action de la France, qu'il n'y avait pas un endroit de l'océan Indien où on aidait autant les gens. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Il les a même engueulés, je cite, parce que vous êtes content d'être en France, parce que vous n'étiez pas en France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Excusez-moi, mais par rapport à des gens dont le département vient d'être rasé, dans laquelle probablement il y a au moins 1000 morts, et malheureusement, on pense que le bilan va augmenter. Par rapport à des gens qui, pour l'instant, quand ils font la queue pendant 2 heures, reçoivent 2 bouteilles d'eau, une boîte de sardines, une boîte de thon et une boîte de tomates, d'accord ? Je trouve que cette déclaration, si vous voulez, elle est complètement indécente. Voilà. Je pense que Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur, une fois de plus, de la situation. Il faut comprendre que sur Mayotte, à la fois, il y a une très grande pauvreté, vous le savez, c'est-à-dire qu'avant même le cyclone, il y a une situation qui est absolument dramatique. 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Le rapport du nombre de médecins par rapport à la population est infiniment plus faible que sur le territoire. Il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement d'eau importants, c'est pas le cyclone qui les a apportés, et que quelqu'un arrive en disant à des gens qui sont frappés ainsi, bah écoutez, en fait, en réalité, mais de quoi vous plaignez-vous ? Vous seriez ailleurs, ça sera encore pire. En plus de ça, pour un pays qui aujourd'hui, et ça pose les problèmes de prévention, de réparation partout en France, mais y compris dans les départements d'outre-mer, des catastrophes naturelles, il y a un manque manifeste de moyens, là, pour l'instant, pour les acheminer, pour les mettre en adéquation avec le problème. Tout ça est indécent. Éric Coquerel, les Mahorais vivent dans des conditions dramatiques à cause de l'immigration qui est totalement incontrôlée sur l'île de Mayotte, l'archipel de Mayotte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire l'immigration incontrôlée, l'immigration illégale? Oui, c'est ça. Le problème le problème principal de Mayotte, c'est pas cette question-là. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je vais y venir en preuve. Elle est posée, et vous le savez, par rapport à une problématique géostratégique par rapport aux Comores, qui n'ont jamais reconnu, comme l'ONU d'ailleurs, que Mayotte soit un département français et ne soit plus intégré à leur territoire. Je propose de ne pas rentrer sur cette discussion, mais c'est ça le contexte. Mais la question n'est pas là. C'est qu'en termes de moyens humains, en termes de moyens sanitaires, en termes de traitement, par exemple, de ces populations, Mayotte n'a pas, comme souvent les départements d'outre-mer, mais à Mayotte, ça se pose de manière encore bien plus importante qu'ailleurs, Mayotte n'a pas le traitement de n'importe quelle autre partie du territoire français. C'est ça la réalité première. Ça veut dire que vous appelez à faire respecter la loi, à expulser les immigrés en situation... Non, j'appelle à ce que l'égalité sur laquelle ont le droit tous les citoyennes et les citoyens français soit appliquée partout, sur tous les territoires, y compris à Mayotte, et ce n'est pas le cas. Et j'appelle aussi une deuxième chose, c'est que sur la question des catastrophes naturelles liées notamment au réchauffement climatique, parce que ce cyclone est lié pour une grande part, vu le réchauffement des eaux, aux catastrophes climatiques, il va y en avoir d'autres. J'appelle à qu'on prenne enfin des mesures qui étaient promises par M. Macron depuis 2018 pour mettre les moyens, pour anticiper, réparer quand les choses ont lieu. Ce n'est pas le cas. Et sur Mayotte, par exemple, si vous me parlez d'une solution sur la question des personnes qui arrivent à Mayotte, on pourrait faire en sorte que Mayotte, quand les gens arrivent sur le territoire et reçoivent des papiers pour y rester, ils puissent aussi aller sur le territoire hexagonal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tout le monde se concentre sur Mayotte. Parce que ça augmenterait l'attractivité et ça augmenterait cette immigration illégale qui a toutes ses conséquences. Oui, ça réglerait au moins la question pour Mayotte. Donc c'est aussi une des solutions concrètes qui pourraient être mises sur la table. Emmanuel Macron veut une loi spéciale pour Mayotte. Chaque fois qu'on veut qu'un dossier aille vite en France, on parle d'une loi spéciale pour s'épargner, pour s'éviter tous les blocages. De toute façon, il va falloir, parce qu'il va falloir dégager de l'argent. Oui. De toute façon, il va falloir une loi spéciale d'urgence, ça c'est clair. Mais vous avez raison de dire,
Pourquoi on fait une loi spéciale ? Parce qu'on n'a pas anticipé avant. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Emmanuel Macron avait promis une grande loi sur les catastrophes naturelles en 2018. Elle n'a pas eu lieu. Il y avait une commission interministérielle sur les questions de l'effet des catastrophes naturelles et climatiques sur les Outre-mer. Ça a été abandonné, il a été dégagé. On a fait, nous, une commission d'enquête à l'Assemblée. Elle a été sabotée. Qui concluait en plus, figurez-vous, justement sur le problème spécifique à Mayotte d'effets de problématiques type cyclone, etc. Donc, si on avait anticipé avant, on ne serait peut-être pas dans la situation aussi catastrophique que dans laquelle aujourd'hui se retrouvent les habitants de Mayotte, parce que c'est d'abord eux, en premier lieu, qui sont dans cette situation. Éric Coquerel, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. François Bayrou espère un gouvernement avant Noël. En clair, avant mardi midi, parce que le réveillon de Noël, c'est mardi soir. Ça serait une bonne nouvelle ? Bonne nouvelle ou pas ? Ah non, c'est pas évident. Non, je vais vous répondre. La bonne nouvelle, ça serait que M. Macron respecte le suffrage universel, arrête de nommer des gouvernements minoritaires pour appliquer une politique minoritaire. Voilà, dans n'importe quelle démocratie au monde, on n'assiste pas à ce qui se passe. M. Macron, il a été battu aux européennes, aux législatives. On peut dire aussi qu'il a été encore battu par la motion de censure sur le gouvernement Barnier, qui le concerne aussi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il renomme un gouvernement fait pour appliquer sa politique. Tout ça ne peut pas fonctionner. Donc je vais vous dire une chose. Ce gouvernement-là, je ne sais pas s'il sera nommé avant Noël, mais il ne terminera pas l'hiver. Pas plus que M. Barnier n'a passé l'hiver. Alors, ça, on verra. L'avenir le dira, comme on dit. Mais... L'avenir le dira, mais c'est bien d'avoir des... vous savez, dès fin août, j'ai dit que le gouvernement Barnier ne passerait pas l'hiver. Vous pouvez regarder à peu près tous les messages médias. Je vous dis que le gouvernement Bayrou ne terminera pas l'hiver pour les mêmes raisons. Alors, en attendant, François Bayrou a lancé une offre publique de participation au gouvernement. Vous l'avez entendu, à tout le monde, sauf à vous et au Rassemblement national. Vous auriez aimé être convié, hier à la réunion ou pas ? Vous avez regretté de ne pas y être allé ? Non. J'ai trouvé que, franchement, la façon de délimiter un périmètre pour faire en sorte de ne pas inviter le Rassemblement national et les filles n'était pas très élégant. Les gens qui ont pris des responsabilités, je ne sais plus, il a dû dire dans les 20 ans, Mais non, on n'y aurait pas été pour une bonne raison, c'est que nous n'avons rien négocié. Allez voir le Premier ministre, une fois qu'il aura défini son gouvernement, etc., il n'y a aucun problème. Mais nous, on ne va pas rentrer dans des accords quelconque de coalition ou d'accord de non-censure avec un gouvernement qui va appliquer une politique minoritaire et à laquelle nous avons évidemment le droit de nous opposer et même, j'allais dire, c'est pas le droit, c'est le devoir que nous ont donné les électeurs en votant pour nous. Éric Coquerel, François Bayrou dit « Je trouverai les moyens de les faire participer au travail que nous avons à faire, vous et le Rassemblement national ». Vous allez participer ? Ça veut dire, excusez-moi, mais ça veut dire quoi, participer au travail ? Ça, il faut demander à François Bayrou. Vous croyez qu'aujourd'hui, il est vraiment en état de dire ça ? Ce que j'observe, c'est que même nos collègues, les groupes du NFP qui y vont, ils leur donnent rien. C'est-à-dire qu'ils y vont pour dire, écoutez, on est prêt éventuellement à négocier, etc. Il n'y a rien de rien. Abrogation de la réforme des retraites, les socialistes disent, le gel, ça suffira. Non, pas de gel. Alors, il leur fait un clin d'œil quand même. Oui, on va reprendre la réforme des retraites. Oui, alors là, tout à l'heure, vous me parlez du Père Noël, mais là, c'est vraiment croire au Père Noël que dans 9 mois, quand M. Bayrou ne sera plus Premier ministre, parce que là, je vous fais tous les paris que vous voulez, on va reprendre une discussion. Oui, bien que c'est pour gagner du temps. Le 49.3, par exemple. Les socialistes disent... on pourrait faire un accord, pas de 49.3, pas de motion de censure. Qu'est-ce que dit M. Bayrou ? Il dit non, pas de 49.3, sauf en cas de contrainte sur le budget. Donc, autrement dit, il fera le 49.3. Donc, vous voyez bien qu'en réalité, il n'y a rien à négocier parce que M. Bayrou est nommé pour continuer la politique économique et budgétaire de M. Macron. Donc, je dis à mes camarades du Nouveau Front Populaire, il faut peut-être que maintenant, on se resserre les coudes et qu'on se prépare à censurer ce gouvernement. Quelles sont vos relations avec le Parti socialiste ? À l'Assemblée, j'ai des vos camarades de... Vous parlez de vos camarades du Nouveau Front Populaire ? Oui, à l'Assemblée, vous savez, on vote 95% des mêmes textes depuis des mois. On a censuré le gouvernement, on a transformé le budget. Et donc, nous avons des relations... après, ça dépend, pas forcément avec toutes, mais on a des bonnes relations. Et vous verrez qu'ils vont nous rejoindre pour la censure. J'en suis à peu près persuadé. Sur le budget, il va falloir faire des économies. La France est surendettée, 3 200 milliards d'euros de dette. Tiens, vous êtes président de la Commission des finances. C'est inquiétant ou pas, 3 200 milliards d'euros de dette ? Vous dites que ça se gère. Là, en 2 minutes ? Ce qui est inquiétant... À peu près 2 minutes. Ce qui est inquiétant, alors, on n'a pas 3 200 milliards de dettes parce que... Non, parce qu'en fait, c'est 3 000 nouvelles, ça. Oui, parce que c'est 3 200 milliards. C'est comme si je vous disais, vous empruntez pour une maison pendant 15 ans et à l'instant T, en fait, vous avez 2 dettes. L'équivalent à rembourser de votre emprunt sur 30 ans. C'est-à-dire, cet emprunt, il est sur 8 ans et demi. Donc, en gros, on est endetté
à peu près à 300 milliards en réalité par an. Et ce qui est important de dire, c'est la charge de la dette. La charge de la dette augmente, ça c'est vrai que c'est un problème. C'est-à-dire ce qu'on paye comme intérêt. Une soixantaine de milliards d'euros. En PIB, elle ne va pas beaucoup autant augmenter de ça, c'est ça qu'il faut regarder, mais elle augmente. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant ça. Qu'un État fasse de la dette pour investir sur les grands équipements en matière écologique, ça va. Qu'un État fasse de la dette pour payer les cadeaux fiscaux aux plus riches, comme on l'a fait, parce que le problème de la dette en France, c'est un manque de recettes. C'est un manque de recettes qui a bénéficié essentiellement aux ultra-riches et aux très grandes entreprises. Ça, c'est un problème. On n'a plus les moyens, en termes de déficit et en problématique aussi, de pouvoir investir, par exemple, sur la question écologique. On parlait de Mayotte, on n'a plus les moyens de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. La présidente de la région Loire-Atlantique, Christelle Morancet, a été menacée parce qu'elle a fait voter un budget, non pas avec 40 millions d'euros d'économie comme on le lui demandait, mais avec 100 millions d'euros d'économie. Pardon, des subventions disparaissent, ce qui visiblement ne fait pas plaisir à quelqu'un, à des individus qui le menacent, qui visiblement bénéficiaient de ces subventions. Comment expliquez-vous que ça suscite autant de violence ? Excusez-moi, mais je ne connais pas son cas, ni le. C'est la présidente de la région Loire-Atlantique. D'accord, qui est menacée parce qu'elle a baissé les subventions. Oui. Moi, je pense c'est compliqué de faire des économies, de réduire les dépenses publiques en France ? Ah bah oui, parce que les dépenses publiques se réduisent depuis maintenant 2017 par rapport au PIB. Contrairement à ce qu'on croit, si vous voulez, il faut bien comprendre, c'est que les dépenses publiques baissent. Et le problème, c'est que les recettes baissent. Donc oui, c'est compliqué parce qu'on touche à l'os. Quand on baisse les dépenses publiques, après, par exemple, on se retrouve avec des manques de moyens pour aller aider, par exemple, Mayotte. Voilà, c'est très clair, c'est concret. Quand on baisse les dépenses publiques, eh bien, on se retrouve avec moins de soignants à l'hôpital. Quand on baisse les dépenses publiques, on se retrouve avec trop d'élèves dans chaque classe, etc., etc. Donc voilà le problème que nous avons. Et c'est pareil pour les collectivités à qui on demande de faire des efforts et en même temps, on leur demande d'investir pour la question, pour l'écologie. Donc, au bout je crois que la solution n'est pas de continuer à amaigrir l'État, à amaigrir les services publics, à amaigrir la dépense publique, qui est aussi une recette pour l'économie. Je pense qu'il faut aller, je vous dis, chercher l'argent là où il a été emmagasiné à hauteur de centaines de milliards depuis 2017. Plus efficace. Et l'État, si on regarde les comparaisons de gestion en général privé, État, c'est pas vrai, l'État est efficace. Par exemple, est-ce que vous savez que la sécurité sociale, en termes de gestion, coûte moins cher, par exemple, que les assurances privées aux États-Unis ? Voilà. Les comparaisons ont été faites. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans cette considération-là. Je vois bien quel est l'objectif. L'objectif, c'est de dire qu'il faut toujours moins de dépenses publiques, il faut moins de services publics, pour faire notamment en sorte qu'une partie d'entre eux soit privatisée, que les gens qui ont les moyens puissent aller justement se les payer. Bon, moi, c'est pas mon style de société. Je pense que c'est pas par là qu'il faut partir. Il faut partir par le fait de reprendre, encore une fois, mais c'est important. Est-ce que vous savez que les 500 plus grandes richesses de ce pays, je suis sûr que vos auditeurs ne le savent pas, les 500 plus grandes richesses de ce pays, elles ont vu leur part dans le patrimoine doubler depuis 2017. Elles avaient 20% du patrimoine national, aujourd'hui elles ont 42% du PIB. Enfin, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Donc c'est cela qu'il faut aller chercher et ça nous permettra de baisser le déficit et d'investir. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait des gens qui s'enrichissent. C'est ce qu'on avait proposé d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait des gens qui s'enrichissent en France. Et qui payent des impôts et qui fassent tourner l'économie. Heureusement qu'il y a des grandes fortunes. Oui, mais justement, il en faudrait plus. Alors, donc, pour que les gens s'enrichissent. Prenons ce que vous venez de dire. Les 174 milliardaires de ce pays, mais attendez, écoutez-moi, les 174 milliardaires de ce pays, est-ce que vous savez qu'ils payent moins de 2% d'impôt sur le revenu ? C'est une étude IPP Bercy, c'est moins de 2%. Est-ce que vos auditeurs trouvent normal, notamment par exemple ceux, on va dire, qui sont assujettis aux plus hautes tranches du revenu, que des gens payent moins de 2% alors qu'ils sont milliardaires dans ce pays ? Non, c'est absolument anormal. Donc c'est là-dessus qu'il faut rétablir une égalité à la fois fiscale, mais en même temps aller chercher les moyens, parce que ces gens-là, c'est peut-être pas complètement normal qu'ils aient vu leur fortune passer en gros de 600 milliards à 1100 milliards, enfin leur patrimoine, depuis 2017. Je crois que chacun pourra le comprendre. Et que c'est de l'argent qui nous manque à tous. Hier, François Bayrou a affirmé vouloir que Bruno Retailleau reste au gouvernement. Qu'est-ce que vous avez pensé de la méthode de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur ? Avec le gouvernement Barnier. D'utiliser le vocabulaire de l'extrême droite pour justifier son action, ça me pose un problème, si vous voulez. Parler des Français de papier, qui est un propos maurassien et qui est un propos qui, jusqu'à maintenant, était dévolu à l'extrême droite,
c'est un souci. Dire que l'état de droit pour lui, je ne sais plus quelle formule avait été utilisée, mais enfin relativiser ça, c'est un souci quand vous êtes ministre de l'Intérieur. Donc voilà, je trouve que son action, heureusement, et j'espère que ça sera le cas, il n'a pas eu le temps d'y rester longtemps, mais c'est celle... D'ailleurs, M. Giacobelli il a dit, je lui céderai volontiers mon poste de porte-parole du Rassemblement national. Il est soutenu par les Français, Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous en savez ? Dans les sondages. Mais dans les urnes, non. Dans les urnes, il fait partie du parti qui a eu le plus mauvais résultat aux élections législatives. Je vous le rappelle, c'est d'ailleurs un problème. C'est-à-dire que les perdants, aujourd'hui, on veut faire en sorte qu'ils continuent à gouverner le pays sur une politique qui est perdante. Bon, c'est un peu problématique d'un point de vue démocratique. Le militant islamiste Elias Dimzalen a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour avoir appelé à l'intifada dans les rues de Paris et en banlieue. Comment jugez-vous cette peine ? 5 mois de prison avec sursis. J'ai pas de commentaire spécial. Vous n'avez pas de commentaire ? Non. Moi, j'ai déjà dit qu'appeler à l'intifada à Paris, je ne voyais pas le sens. Même appeler de l'extérieur à l'intifada en Palestine, c'est aux Palestiniens de décider s'ils sont dans la position de pouvoir se soulever. Et malheureusement, vu le génocide en cours, je crains que ça ne soit pas le cas. À Paris, je ne vois pas tellement le sens. Une question de sens. Bah oui, ça n'a pas de sens. D'appeler à l'intifada à Paris, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord avec ça, ce que vous voulez savoir. Mais par contre, il me semble plus important, si vous voulez consacrer quelques secondes à ça, de voir qu'il y a une nouvelle association internationale des droits de l'homme qui reconnaît le génocide en cours à Gaza. Ça me semble plus important. Et ça devrait être condamné, y compris pour les gens qui, en France, en sont les soutiens et les complices, notamment dans leurs déclarations. Éric Coquerel était l'invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Merci à Éric Coquerel d'être venu. Merci.